Donc, pendant que je vous déroule ici la note d'analyse, on a déjà demandé à Gemini de nous générer à peu près un ensemble des réponses ici par rapport aux questions qu'on lui a posées à la base dans ce prompt-ci. Vous voyez, c'est basé essentiellement sur les rapports annuels ici du 20F 2000, enfin, sur le rapport annuel ici, enfin, on l'appelle 20F, vu que c'est une compagnie une compagnie européenne ici aux États-Unis, elle publie ici un 20F parce qu'elle est également cotée aux États-Unis. OK? Donc, datant d'ici du 31 décembre 2024, ainsi que les résultats du deuxième trimestre 2025 et la présentation des investisseurs du 9 octobre, donc d'hier. OK, il a déjà toutes ces informations en date d'aujourd'hui. Donc, il nous a produit à peu près cet élément-ci. Et je vous rappelle ici que vous pouvez avoir accès à ce prompt-là en description de la vidéo. OK, donc tout est là en description de la vidéo. Allez-y chercher. D'accord, vous pouvez y avoir accès ici jusqu'au 31 du mois d'octobre. Donc, maintenant, nous, on va dérouler la note d'analyse ici. Et pendant ce temps, je vais lui demander de faire quelque chose ici que je vais avoir tendance à publier. Vous voyez, il nous fournit les sources. Donc, on fait ceci, plus long et détaillé, que je vais avoir tendance à publier dans notre fichier source. Notre fichier source ici, que vous allez également retrouver directement dans le club Top Invest. OK? Toutes ces informations sont là. Donc, on y va directement ici sur Ferrari. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le moment d'investir sur la compagnie en date d'aujourd'hui? En tout cas, commençant par les chiffres. Donc, la vision stratégique de Ferrari à l'horizon 2030 s'articule autour d'une croissance annuelle composée du chiffre d'affaires d'environ 5% avec un objectif ici de 9 milliards d'euros. Donc cette progression est soutenue par une production axée sur les véhicules à haute valeur, une personnalisation accrue et un solide carnet de commandes. L'entreprise a pour objectif d'atteindre des marges de premier plan avec un EBITDA supérieur à 40% tout en finançant d'importants programmes de développement. Donc la crédibilité de cette stratégie est renforcée par le fait que les objectifs de rentabilité pour 2026 ont déjà été dépassé, ce qui démontre une forte discipline financière dans la gestion de la transition vers de nouvelles motorisations. Donc, plusieurs catalyseurs soutiennent ces objectifs, à savoir le pouvoir de tarification et l'offre de personnalisation permettent de maximiser les revenus et de viser une marge EBIT supérieure ici à 30%. La visibilité des revenus futurs est assurée par un carnet de commandes robuste, ce qui sécurise les flux de trésorerie et facilite la planification des dépenses industrielles et de recherche et développement. Donc, Ferrari prévoit de générer un flux de trésorerie industrielle cumulé d'environ 8 milliards d'euros entre 2026 et 2030 avec un taux de conversion de trésorerie aux alentours ici de 50%. Donc, cette capacité de génération de liquidité est destinée à autofinancer, un plan de développement de près de 4,7 milliards d'euros sans affecter le bilan. Entre 2026 et 2030, ils vont générer à peu près 8 milliards en termes de flux de trésorerie industrielle. OK? Dans ce 8 milliards-là, on a à peu près aux alentours de 50% qui seront convertis directement ici en trésorerie et on aura également assez pour financer un plan de développement ici aux alentours qui vont coûter à peu près 4,7 milliards. Donc, elle va avoir tendance à s'auto-financer, surtout pour la période ici liée pour tout ce qui concerne ici les dépenses de développement. C'est une bonne chose. OK? Donc, le pipeline de produits avec 4 nouveaux modèles prévus par an de 2026 à 2030 vise à maintenir l'intérêt de la clientèle et à gérer la transition technologique via un portefeuille équilibré, à savoir 40% thermique, 40% hybride et 20% électrique en 2030. Le plan présente néanmoins des risques spécifiques, à savoir l'un est lié à l'exécution des dépenses d'investissement de 4,7 milliards d'euros. On nous dit c'est l'exécution. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'il n'y aura pas un étirement au niveau du calendrier? OK? Parce que oui, on parle de développement ici, mais tout n'est jamais... Ça ne se, voilà. Tant mieux si on le fait plus rapidement que prévu, mais il peut également avoir des retards. OK? Donc, si ces dépenses ne génèrent pas les retours escomptés en termes de succès des modèles, ou de renforcement de la marque, la rentabilité sera affectée. Donc, la stratégie d'électrification constitue un autre point de vigilance. Donc, l'objectif de vente de véhicules 100% électriques a été réduit à 20% du portefeuille en 2030. Je pense qu'avant, on parlait de 40% pour le 100% électrique. Aujourd'hui, on est plutôt à 20%. Pour moi, ça a plutôt du sens en date d'aujourd'hui. OK? Donc, ça sera plus hybride et thermique, un tout petit peu électrique. Donc, si la réglementation ou la demande des consommateurs évoluait plus rapidement vers l'électrique, l'entreprise pourrait être perçue comme étant en retard. Donc, c'est un risque à courir. Si la réglementation est de plus en plus contraignante envers le thermique et que les consommateurs ont une préférence pour l'électrique,
bah, vu qu'elle va uniquement produire 20% de ses modèles en électrique chaque année, donc quand on regarde ici, si on produit 4 modèles par an, on va se dire ici que l'électrique, un modèle électrique par an, je pense que ça sera à peu près dans cette fourchette-là. OK? Donc, si on a plus de demandes pour... Enfin, quand je dis un modèle électrique par an, ça à eux de voir ici. Donc, si on a plus de demandes ici pour l'électrique plutôt que le thermique et l'hybride, ça va être problématique. Mais ça, c'est hypothétique. Pour moi, et ça, ce n'est qu'un jugement de valeur, je pense que ceux qui achètent des Ferrari recherchent avant tout du thermique, ensuite peut-être de l'hybride, et pour l'électrique, bon, voilà, on peut bien s'en passer. Et je pense que si l'entreprise qui avait des objectifs à 40%, les réduit à 20%, c'est parce qu'elle pense, et c'est parce qu'elle voit par exemple ici que la demande au sein enfin, au niveau de sa clientèle en date d'aujourd'hui, s'en va plutôt privilégie plutôt le thermique et l'hybride par rapport à l'électrique. OK? Donc, ce n'est peut-être pas une mauvaise chose, mais encore une fois, c'est toujours bien ici de mettre des garde-fous. OK? Alors, enfin, le modèle économique de Ferrari reste dépendant de la conjoncture du secteur du luxe, qui est sensible au ralentissement économique mondial, même si je pense que Ferrari, vous allez plutôt la positionner au même niveau qu'un Hermès. C'est du luxe, mais même dans le luxe, on a à peu près une certaine pyramide. D'accord? Ceux qui achètent des Ferrari, c'est ceux qui n'ont pas de problème ici, voilà. Réellement, ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Quand ça va mal chez nous, ça va bien chez eux. Quand ça va très mal chez nous, c'est correct chez eux. On va le dire comme ça. Donc, en tout temps, ça, ils peuvent s'en sortir. D'accord? Donc, pour le suivi, par exemple, parce que c'est bien de parler ici des risques ici, mais également, qu'est-ce qu'on va avoir tendance à regarder sur le long terme? Pour le suivi, 2 indicateurs sont considérés comme particulièrement pertinents. Donc, la marge d'EBITDA est le premier, selon moi. Un niveau durable inférieur à 38% serait un signal critique quant à l'atteinte de l'objectif fixé à 40%. Le second est l'évolution du carnet de commandes où tout signe de ralentissement pourrait indiquer une érosion de la désirabilité de la marque, du moins à court terme. Voilà à peu près les éléments à suivre si vous êtes investisseur sur Ferrari ou bien si vous prévoyez investir sur Ferrari. Maintenant, on va faire un tout petit peu un tour d'horizon ici par rapport à tout ce qui concerne les chiffres. Vous les connaissez, ils sont déjà assez beaux. Je pense qu'on a fait plusieurs vidéos sur Ferrari. Croissance du revenu, très très bien. On a ici un volume de croissance en taux de 9%, même si le management s'attend maintenant à 5% pour les années à venir, ok, jusqu'en 2030. Marge brute ici, on est aux alentours d'une 50aine de pourcents, ok, sur les derniers mois, 51%. Marge EBITDA, on est à peu près aux alentours de 33,45%. On vise ici du 50, on vise ici du 40%. Donc, ce qui sous-entend que le revenu pourrait augmenter plus rapidement que les dépenses opérationnelles. OK? C'est une bonne chose. Donc, net income, free cash flow, est-ce qu'on va dans le même sens? Vu les dépenses en investissement ici, on pourrait s'attendre à des free cash flow moins élevés à court terme, mais pour le moment, on va se dire ici, ils ont l'habitude d'avoir le même niveau de bénéfices net et de free cash flow. C'est une bonne chose. Dette nette sur EBITDA, pas de dette ici. Moi, je dirais c'est 2 milliards de dettes ici pour une entreprise comme celle-ci, c'est risible à la fin de la journée. Donc, on peut rembourser ces 2 milliards-là en une année littéralement. Donc, on ne va même pas prendre ça en considération. Nombre d'actions, il a tendance à diminuer, il rachète massivement ici les actions. Combien de fois les bénéfices le marché paye généralement pour ce type d'entreprise-là? Voilà, on paye à peu près pour moi, vous connaissez, je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices pour aucune entreprise dans ce monde-ci, d'accord? J'achète une compagnie de croissance à un prix qui n'en implique pas. Donc, ici, c'est marqué 40 fois les bénéfices. Si vous voulez payer 40 fois les bénéfices. OK? Rien n'exclut que le marché remonte à 40 fois les bénéfices, mais il y a plus de chances qu'on arrive à 25 plutôt qu'on reste à 40 jusqu'à la fin des temps. Voilà. Donc, je vais me situer à 25. Elle mérite 25 fois les bénéfices. C'est une entreprise automobile, mais ce n'est pas la même chose que du Volkswagen ou bien Mercedes ou je ne sais pas quoi. OK? Encore que même dans Volkswagen, on a un pan, si c'est Bugatti, Lamborghini, c'est un peu différent, d'accord? Bref, cette compagnie, je ne paierai pas plus de 25 fois les bénéfices. Si c'était une compagnie automobile lambda, c'est 15 fois les bénéfices grand max, ok? Donc ici, on voit déjà le résultat du prompt ici. Le prompt nous dit ceci. En une phrase, on lui pose des questions de savoir est-ce que le modèle d'affaires de Ferrari est simple à comprendre? Est-ce qu'il est clair? Il nous dit que c'est clair. Pourquoi? Parce qu'il dit que Ferrari génère de revenus en vendant un volume très limité de voitures de sport de luxe à des marges exceptionnellement élevées
et capitalise sur sa marque de renommée mondiale via le sponsoring, le merchandising et les activités de Formule 1. Donc, selon le rapport annuel 2024, les revenus se repartissent comme suit. Voitures et pièces détachées, 85%. Sponsoring commercial et marque, 11%. Moteur, 2%. Donc, la section « Comment nous gérons de la valeur » met l'accent sur la poursuite d'une croissance contrôlée pour préserver l'exclusivité. Je n'ai pas eu d'effort. Je n'ai pas fait d'effort pour faire ça. Ça m'a juste demandé un prompt bien structuré pour générer une réponse qui a l'air d'aller dans le bon sens. OK, quand je dis qui a l'air d'aller dans le bon sens, parce que comment est-ce qu'on va se servir de ça? C'est simple. On va le prendre. Si je n'ai pas de temps ici, je peux gagner littéralement près de 2 heures de temps juste en mentionnant, en initiant ce prompt-là. Qu'est-ce qui va se passer ici? C'est que toutes les informations qu'il va me donner, je vais aller faire une double vérification. Aussi simple que ça. OK? Mais il y a de grandes chances ici qu'il ait raison parce qu'il vous mentionne également que j'ai pris toutes ces informations ici, ici et là. Donc, il répond essentiellement à la question ici, est-ce que cette compagnie, si le marché fermait pendant 10 ans, est-ce qu'on serait prêt ou bien à l'aise à la posséder si le prix nous semble correct ici pendant toute cette période-là? Donc, c'est du long terme essentiellement. Est-ce que c'est une entreprise qui est destinée à un investissement à long terme? La réponse est oui. Qui doute? Qui pourrait penser le contraire? Et il ne vous demande pas de l'acheter en date d'aujourd'hui parce qu'en réalité, il n'a aucune vocation à vous dire quoi faire. D'accord? Et il vous justifie ici, il vous prend également les éléments positifs et les éléments négatifs qui soutiennent son raisonnement. Premièrement, le mot. Donc, la puissance de la marque est un actif. Donc, le mot ici de cette compagnie, c'est l'actif immatériel qui lui permet ici de fixer un prix plus élevé. D'accord? Modèle financier supérieur, ROIC, etc. Le risque des exécutions technologiques ici avec la transition vers l'électrique. Et vous l'a mentionné, je n'ai rien inventé. C'est là. D'accord? Tout est à ce niveau. Donc, c'est un prompt qui vous permet de gagner du temps et il est facilement accessible ici gratuitement en description de la vidéo jusqu'au 31 du mois d'octobre. Gagner du temps. Donc, quand vous ne connaissez pas une entreprise, par exemple, il y a une entité qui me plaît ici. Tout ce que je vais faire, c'est copier. Je viens dans notre fichier de base ici. Je vais mettre là. Voilà. Je colle et je ferme juste cette page. Aussi simple que ça. Toutes les entreprises qu'on va avoir tendance à analyser ici, vous savez littéralement que je vais mettre la checklist à ces niveaux. Je vais avoir tendance, excusez-moi, voilà, on met ça, voilà. Donc, je vais avoir tendance ici à mettre dans notre fichier de base, ok, de telle sorte que vous pourrez également aller comparer, mais c'est surtout pour critiquer la réponse. Pour ceux qui connaissent le dossier, est-ce que ça vous semble correct? Bref, il y a toute une vidéo qui vous explique à peu près comment ça fonctionne ici. Par exemple, une entreprise comme MIPS, que je ne connaissais pas. Moi, je pensais qu'elle vendait des casques. En réalité, je n'ai jamais fait plus d'efforts que ça, que de me limiter au niveau des éléments quantitatifs. Mais quand j'ai lu à peu près, quand j'ai demandé à peu près qu'est-ce que l'entreprise fait ici, la réponse qu'on m'a donnée m'a poussé à me dire que Mipspec est une entreprise très intéressante au prix actuel, avec un avantage concurrentiel d'ailleurs, parce qu'elle ne vend pas des casques, elle vend une technologie brevetée. C'est-à-dire que c'est un modèle asset light. Et là, ça m'intéresse. J'aurais pu passer des heures à lire sur MIPS, j'aurais compris à peu près la même chose, je vous dis la vérité. OK? Mais pour quelqu'un qui n'a pas de temps, faire ceci vous permet déjà de gagner un tout petit peu de temps ici, histoire de voir est-ce que je veux aller plus loin que ça? Parce qu'il n'y a rien de plus compliqué ici, de plus chiant que de se rendre compte qu'après avoir regardé les chiffres, je tombe au niveau des rapports financiers, j'ai du mal à comprendre le business, ou bien ça me prend des heures pour le comprendre ici, ou bien je me rends compte que ce n'est pas un business qui m'intéresse. Vous gagnez du temps. Bref. Tout en description de la vidéo. Maintenant, on termine ici par l'évaluation de nos compagnies. On a tout fait, 25 fois les bénéfices, etc. Dette nette, machin. Donc là, 25 fois les bénéfices, que je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. C'est un business assez prévisible. 25 fois les bénéfices, on va se situer aux alentours de 280 € l'action. Je n'enlève pas la dette nette parce que je considère qu'elle n'a pas énormément de dette ici. Une fois les revenus, les free cash flow ici, c'est rien du tout. Donc 280 millions ici aux alentours, 280, comment on appelle ça? 280 € l'action. D'accord? Donc, je vais avoir tendance à l'ajuster ici. Donc, 280 € l'action. Si j'avais tendance ici à prendre, par exemple, admettons que je prends le ticker symbole, celui des États-Unis, la même chose, hein, c'est le même ticker, sauf que s'il est coté en dollars américains, au lieu de 280, on aura 323 ou bien 324. Donc, vu que l'entreprise fait partie de ma watchlist, simple, je viens dans la watchlist que je vais avoir tendance à actualiser, simple. Voilà, bon, je dis simple ici, techniquement,
La watchlist nous permet également de savoir quel type quelles entreprises pouvaient être intéressantes dépendamment des secteurs d'activité et savoir que j'ai fait une analyse manuelle dessus. OK? Donc, je viens ici, énergie, voilà, enfin, non pas énergie. On a à peu près, c'est un vendeur de véhicules, donc c'est la consommation discrétionnaire. Malheureusement, ce sera la consommation discrétionnaire parce qu'elle est située dans le domaine ici de l'automobile. Je cherche Ferrari, Ferrari, on recherche, on fait la recherche. Où est-ce qu'il va se situer? Alors, où est-ce qu'il va me donner du Ferrari ici? C'est bizarre. Est-ce que je ne l'ai pas mis dans ma watchlist? Ça m'étonnerait, hein? Ah ouais, Ferrari ne fait pas partie de ma watchlist? C'est bizarre. Pourtant, je lui ai fait des notes d'analyse dessus. Oh, bon, ça tombe bien alors. Donc, on va l'ajouter. J'ajouterai ici le ticker européen. Voilà, simple. Je la mets là. Parfait. Et donc, j'actualise ma watchlist. Donc, je reviens ici. Et elle va apparaître littéralement ici. Ferrari, F-E-R-A, R-A-A. Voilà. Voilà. Dans Ferrari, on était à combien? En euros, on était à 300 combien? Je fais, excusez-moi, la mémoire parfois peut flancher. Tac, tac, tac. Voilà. Ferrari, on met ça à 280 € l'action, sans prendre en considération la dette, bien sûr, parce que je considère qu'elle n'est pas endettée. 280, 1, 8, 0. Et je valide. Pour moi, elle semble légèrement survalorisée en date d'aujourd'hui. En tout cas, ça, ce n'est que mon avis, d'accord? Parce que je pense que celui qui l'achète au prix actuel n'est pas fou non plus, mais voilà, je ne m'attends pas à grand-chose si j'étais obligé de l'acheter. Ça veut dire qu'en termes de pondération dans mon portefeuille, je ne vais peut-être pas allouer énormément de capital, c'est uniquement une position peut-être de suivi ici. Mais ça, ce n'est que mon avis, je vous donne mon ressenti ici. Vous faites ce que vous voulez, parce que rien ne veut dire... Enfin, je n'ai pas de boule de cristal pour savoir. Demain, les gens peuvent payer cette compagnie-ci à 100 fois les bénéfices. Je n'en sais strictement rien du tout. Et ce n'est vraiment pas ça qui m'intéresse. Je veux payer un prix qui, moi, me semble correct, de telle sorte que même s'il y a des secousses demain, je sais que le prix que j'ai payé n'est pas très éloigné de la réalité, de ce qu'on pourrait avoir à long terme. D'accord? 25 fois les bénéfices, pour moi, c'est 4% de rendement. Donc, en date d'aujourd'hui, si Ferrari, admettons, fast forward 2027, vous distribuez la totalité des bénéfices nets attendus à cette période-là, par rapport au prix actuel, nous avons un rendement de 3%. 3,2%. Le dividende en lui-même, il est de 0,84. Normalement, on devrait prendre le shareholder yield avec le rachat d'actions. Donc, il y a de grandes chances qu'il continue. Shareholder yield prend le rachat d'actions, le dividende, le remboursement de la dette ou bien l'augmentation de la dette. Donc, si on augmente la dette, ça peut avoir un impact. Si on rembourse la dette, ça peut avoir un impact négatif. Si on rembourse la dette, ça peut avoir un impact positif sur le shareholder yield total. OK? Donc, ici, Ferrari, pour moi, au prix actuel, bon, pas extraordinaire. Mais c'est une excellente entreprise à avoir en watchlist. Idéalement, quel pourrait être le prix qui va m'intéresser sur du Ferrari? Disons, voilà, aux alentours en dessous des 280 €. En dessous. Je dis bien en dessous des 280 €. Est-ce que le marché va nous proposer ce prix-là un jour? Je n'en sais strictement rien du tout. Et mon but est de maximiser mon rendement sur coût d'acquisition. Donc, au prix actuel, tant qu'elle ne justifie pas de rendement sur coût d'acquisition supérieur, on va attendre patiemment qu'ils viennent nous le proposer. Sinon, on va regarder ailleurs. Mais c'est une excellente entreprise à avoir en watchlist. Maintenant, si vous possédez du Ferrari, surtout ceux qui l'ont acheté en dessous des 200 € l'action, je pense que vous pouvez bien dormir la nuit. En tout cas, ça, ce n'est que mon avis, sauf s'il y a changement ici de dernière minute sur le modèle d'affaires, etc. En tout cas, pour ce que je vois présentement, on va se dire que c'est plutôt correct. Bref, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. N'oubliez pas, en description de la vidéo ici, vous avez toutes les informations par rapport au prompt pour ceux qui veulent aller plus loin ici. Et je rappelle que ce n'est qu'un prompt parmi tant d'autres. Parce que la version, le prompt promo ici, ce n'est que la version 1. Parce qu'en réalité, celui que j'ai utilisé, c'est celui que vous aurez accès à cette version-là. Pour ceux qui vont s'abonner, pour ceux qui vont rentrer dans le top premium Infinity dans tous les cas de figure. Bref, on en a d'autres ici également, et pour ça, j'aurai tendance à l'expliquer ici sur les jours à venir. D'accord? Donc, c'est uniquement en termes d'assistant, d'accord? Parce qu'on ne délègue pas le raisonnement. Et pour bâtir une conviction, il faut lire. Ça ne vous absout pas de lire ici les rapports financiers. Bref, je ne ferai jamais autant de prévention. Enfin, je ne me lasserai pas de faire de la prévention ici parce que c'est très, très important. OK? N'oubliez pas, lisez vos rapports financiers. Toujours. OK? Toujours. Donc, Ferrari au prix actuel, c'est bien. J'espère que ça va continuer à baisser de manière générale. Ça, ce n'est que mon avis. Donc, merci. Au revoir.